Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Raphaël Ngoma, enseignant-chercheur congolais également. Karine Oriot, journaliste. Et enfin, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Autre sujet économique. Cette fois, la communauté économique des États d'Afrique centrale a encore du mal à faire du commerce intra-régional, l'un de ses principaux leviers d'amélioration de sa croissance économique. Ces échanges commerciaux se situent à environ 2,08% dans la zone CEMAC et à 1,04% dans la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les précisions de Deokrasia Sekpodo, commentées par Idalet Mirabel-Bissou. Avec un produit intérieur brut estimé à plus de 250 milliards de dollars en 2013, l'économie globale de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, reste dépendante des revenus pétroliers. Une réalité pas très favorable pour l'espace économique régional qui, en dépit de son potentiel, reste la zone la moins intégrée du continent en termes de flux de commerce intracommunautaire. Selon les experts, les transactions commerciales entre les 10 États membres ne représentent qu'1,5 milliard de dollars, soit 2% du total des échanges de la région. Il y a déjà, sur le plan administratif, un important retard qui a été accumulé. Il n'y a pas très longtemps que les grands programmes pour établir des liens par la route, par les airs entre les différents pays de la région ont été lancés. La deuxième raison, me semble-t-il, c'est la prégnance d'une économie de rang dans cette sous-région. Il y a aussi d'autres handicaps qui sont plus structurels, qui sont par exemple du fait de la langue, mais aussi du point de vue de la culture, ce qui me semble qui n'a pas favorisé l'intégration régionale. Et n'oubliez pas, particulièrement depuis la fin de l'année 2014, les problèmes qui sont liés à la conjoncture sur le marché pétrolier. Pour les analystes, la CEAC souffre donc d'un déficit infrastructurel et de la faible connexion entre les réseaux de transport existants dans ces pays membres. Une situation qui entrave les échanges commerciaux entre les pays de la région, mais pas seulement. Ces derniers souffrent également de l'absence de mécanismes de convergence de leur politique macroéconomique. L'existence de multiples barrières tarifaires constitue également un frein au développement des échanges dans la région. Moi, je pense qu'une approche par le developmental state est absolument indispensable pour que l'État et le secteur privé s'associent dans une démarche où que l'accompagnement du secteur privé est une responsabilité de politique publique en appuyant les petits industriels là où ils se trouvent. S'il n'y a pas une réflexion stratégique qui intègre le fait qu'on ne peut pas s'en sortir en Afrique centrale sans une intégration régionale véritable, donc les processus administratifs simplifiés, allégés, mais aussi sans une implication de l'État, en choisissant les secteurs, on ne va pas s'en sortir. En 2012, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC avaient approuvé une recommandation de l'Union africaine visant à accélérer la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Un engagement qui peine à se réaliser. L'objectif reste de stimuler le commerce dans la zone pour créer des emplois, encourager la croissance et renforcer l'intégration de leurs pays respectifs dans l'économie continentale. Alors Karine, on vient de le voir, on parle d'un taux d'1,04% dans la CEAC. Est-ce que ce taux vous paraît faible ? Il est effectivement très très faible. Il n'y a pas d'efforts qui sont faits, mais dans le reportage qu'on vient de voir, c'est très intéressant parce qu'on met l'accent sur la circulation déjà entre ces différents pays qui est très compliqué. Il faut des fois un visa pour passer d'un pays à un autre. Comment est-ce qu'on veut encourager, booster en fait l'économie déjà en n'éliminant pas un certain nombre de barrières. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces États-là ne prennent pas exemple. On l'a vu en Europe, à partir du moment où les individus ont pu circuler, ça a augmenté, la monnaie a pris de la valeur. Sauf qu'aujourd'hui, les États, en tout cas en Europe, veulent revenir sur cette décision et plutôt fermer leurs frontières. C'est un autre débat, parce qu'effectivement, il y a d'abord eu effectivement une Europe politique, une Europe économique, mais nous, on n'en est même pas là. Donc la question aujourd'hui, c'est celle-là, c'est déjà, si on ne peut pas circuler, alors ne parlons même pas des infrastructures. Donc je pense que c'est une vraie priorité de nos gouvernements et c'est juste, à mon sens, une volonté politique. Jean-Marie, est-ce qu'il y a d'autres obstacles ? On vient de parler des infrastructures, de la libre circulation des personnes inexistantes. Est-ce qu'on peut parler d'un autre facteur ? Obstacles partout au sein de la CEMAC, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que quand vous créez une union économique, cette union économique-là repose sur une intégration totale. Cette intégration-là commence par la circulation des personnes.
Mais nous, on met d'abord la circulation des biens. Et c'est la même chose, c'est-à-dire même l'Union européenne en a pâti tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a mis, c'est-à-dire au premier rang, la circulation des biens et des services. Et on a oublié que la circulation des individus, c'est la chose la plus importante parce que ce sont les individus qui sont les vecteurs du commerce. Ce sont eux qui sont les vecteurs du développement. Maintenant, vous avez un second, si vous voulez, une seconde analyse à poser là-dessus concernant la volonté politique des chefs d'État de l'Afrique centrale. Dès l'instant que vous ne mettez pas en place des politiques de convergence, des stratégies de convergence, chacune des économies veut aller chacun de son côté. Je fais ci, je fais ça. Donc à partir de là, vous créez des freins à ces blocages à fond, en sorte que vous avez une union théorique qui est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens, vous n'avez pas d'applicabilité, on se repose uniquement sur les textes. On va parler, Jean-Marie, de ces autres pays dont vous abordez à l'instant. C'est le Tchad, par exemple, où l'augmentation des prix du carburant, elle fait débat. Les autorités tchadiennes ont pris cette mesure conformément à la nouvelle loi de finances de 2017. L'objectif, c'est de maximiser les revenus directs et indirects des produits pétroliers pour soutenir le trésor public tchadien qui est en difficulté. On va comprendre davantage cette problématique dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Birama Saounara. Le gouvernement tchadien a mis en application des nouveaux prix des ventes des produits pétroliers à la pompe dans le pays. Les prix ont augmenté de 50 francs CFA sur tous les carburants vendus sur les marchés nationaux. Pour les autorités, l'augmentation de ces prix permettra de donner un petit souffle au trésor public, confronté à une crise financière. Donc, légère augmentation, c'est-à-dire on a introduit une taxe spéciale de 50 francs par litre. Donc, mais de l'autre côté, que le taxe de circulation serait exonéré. Donc on a rattrapé un peu le système des autres pays pour couvrir un peu les recettes. Et nous soutenons l'action du gouvernement parce que c'est des pistes, des solutions peut-être pour la crise. Et nous devons, chacun doit apporter sa contribution pour éradiquer cette crise financière aujourd'hui que nous traversons, que notre pays traverse. Moi je pense qu'il faut contribuer moralement, financièrement, psychologiquement. Donc, c'est ce que nous faisons. Cette nouvelle réglementation des prix des carburants, qui découle de la loi des finances 2017, suscite l'indignation des organisations de défense des consommateurs et des conducteurs des engins. Cette mesure bouscule fortement le pouvoir d'achat des Tchadiens, surtout en cette période de crise socio-économique, disent-elles. Nous sommes très choqués par cette mesure qui, de notre point de vue, ne se justifie pas. Cette mesure, elle est injuste. Et elle est disproportionnée parce que les raisons évoquées qui justifient cette augmentation ne nous convainquent pas et ne convainquent pas le consommateur. Le fait que le Tchad connaisse une crise sociale n'est pas déjà un environnement favorable pour l'application de telles mesures qui, de notre point de vue, sont vraiment antisociales. Par ailleurs, la vente à l'air libre des produits inflammables est strictement interdite sur le territoire tchadien. Rappelons que le ministère de Pétrole et de l'Énergie a interdit, en septembre 2016, toute importation des produits pétroliers à partir des pays voisins. Une mesure qui a révolté les commerçants de carburant des régions frontalières qui importent à partir du Nigeria, du Soudan et de la Libye. Jean-Marie, le Tchad fait déjà face à une grogne sociale combinée à ce type de mesures où le prix du carburant va être augmenté. Quel résultat ça va donner au sein du pays? Ça donnera tout simplement une perte de pouvoir d'achat par rapport à l'ensemble des consommateurs. Là, les augmentations qu'il y a là, c'est la résultante de quoi? C'est la résultante du sommet de la CEMAC. Résultante qui a fait le choix, au lieu qu'on aille vers la dévaluation, on est parti vers un ajustement structurel interne. Donc, dès l'instant que vous me parlez d'ajustement structurel interne, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous allez tout simplement baisser le pouvoir d'achat de la population. Il serait beaucoup plus indiqué que les États de la CEMAC, c'est-à-dire se focalisent sur la baisse des dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement des administrations. Je ne parle pas des dépenses d'investissement qui sont nécessaires. Il faudrait que tous les pays de la CEMAC fassent cet effort-là de pouvoir diminuer au maximum les dépenses de fonctionnement. Sans ça, on ne va nulle part, c'est-à-dire ici, là. L'État tchadien, c'est-à-dire, c'est dit, ils vont retirer, puisqu'ils ont annulé la taxe des circulations, ils vont retirer, si vous voulez, un peu, ils vont retirer comment dirais-je, ils vont retirer à la population certaines tracasseries qui vont concerner quoi? Qui vont amener le prix à
augmenter, c'est-à-dire de manière durable. Mais Karine, alors qu'ici, là, ce n'est pas ce qui doit être fait. Mais qu'est-ce qui doit être fait, justement, d'après vous, Karine? Est-ce que ces ajustements structurels sont nécessaires? Est-ce qu'ils sont vitaux pour le pays aujourd'hui? Alors, moi, je pense que je recommanderais en tout cas une coupe dans le budget de l'État, parce que je pense que en général les finances publiques. Est-ce que la population doit être ciblée à ce point-là? Je ne pense pas, justement, je ne pense pas que la population doit être ciblée. C'est dommage parce que c'est toujours les consommateurs qui mettent la main à la poche. Et il faut voir l'état des finances en fait du pays. Comment est-ce que l'État vit? Comment est-ce qu'il fonctionne? Donc je pense que c'est d'abord là qu'il faut commencer. Il faut donner le bon exemple avant de taper au niveau du consommateur. On a le Tchad qui est dépendant du pétrole. Est-ce que c'est cette diversification économique qui a trop tardé? Le train de vie de l'État. Il faut baisser le train de vie de l'État. Ça, c'est la solution. Si vous voulez, c'est une équation simple. Il faut baisser le train de vie de l'État. Et Monsieur Ngoma, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces ajustements structurels? Vous accepteriez, vous, au Congo, qu'on baisse le prix du carburant, pardon, qu'on augmente plutôt le prix du carburant? Non, mais je dirais que c'est un impôt déguisé qu'on fait payer aux pauvres, justement. Parce qu'à défaut d'aller prendre l'impôt là où il faut aller le prendre au niveau des entreprises, on fait payer les pauvres. Je dirais que c'est indécent. C'est indécent parce que le pouvoir d'achat augmente, mais pendant ce temps, le revenu du citoyen lambda diminue. Mais où doit-on trouver l'argent? L'État a besoin d'argent. Oui, mais justement, je sais que le secteur pétrolier est toujours la vache à lait de ces États de l'Afrique centrale, mais n'empêche qu'il y a le secteur agricole que l'on peut développer. Nos terres sont riches à travers ces produits. Je crois qu'on peut apporter une manne financière au niveau de l'État, mais aussi, comme l'a dit Jean-Marie, oui, il faut réduire le train de vie de l'État. Donc on réduit le train de vie de l'État, mais la diversification, elle passe par quel autre secteur d'après vous? Elle passe par le secteur agricole, justement, et qui pèse énormément sur toutes les balances commerciales de l'Afrique centrale. Voilà, tout simplement pourquoi? Parce que tous les produits de première nécessité sont des produits qui sont importés. Et ça a un coût. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, au lieu d'importer, si vous voulez, des millions et des milliards de tonnes en Afrique centrale de riz, pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas l'agriculture, des champs de macabo, des champs de bananes et tout ce qui s'ensuit? Ça nous permet effectivement. Mais on va revenir sur un chiffre qui est intéressant, Jean-Marie, pardonnez-moi. C'est 2,9, c'est notre chiffre du jour. Il représente les perspectives économiques pour l'Afrique subsaharienne en 2017. Selon le rapport de la Banque mondiale publié en janvier 2017, cette région de l'Afrique devra enregistrer une légère hausse de son PIB à hauteur de 2,9% en 2017. Le Nigeria, la première puissance économique africaine, devrait améliorer sa performance et croître à un rythme d'environ 1%. Est-ce que vous pouvez réagir sur ce 2,9%? Karine, est-ce qu'il vous paraît plausible? J'espère qu'il ne se trompe pas, parce qu'effectivement, début 2016, on nous avait effectivement annoncé aussi un chiffre qui était magnifique, et puis finalement, on nous a dit que c'était pas trop possible. Donc j'espère qu'effectivement, que ce serait une embellie pour nos pays et que effectivement, ça va aller progressivement au cours des prochaines années. Jean-Marie, 2,9% utopique, ou alors est-ce qu'on est ça me semble utopique, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en amont, vous n'avez pas toutes les stratégies nécessaires qui sont mises en place. Faute de ces stratégies-là, vous pouvez mettre, si vous voulez, tous les fonds que vous voulez. Si les stratégies ne sont pas des stratégies opérationnelles et effectives, on va encore, si vous voulez, ça risque d'être du saupoudrage dans certains secteurs, alors qu'il est important, moi j'insiste toujours là-dessus, lançons-nous dans l'agriculture. Les États de la CEMAC, vous aussi, vous êtes d'accord avec ça? Allons-y dans l'agriculture. Un dernier mot sur ces économies d'Afrique subsaharienne, monsieur Ngoma. Non, moi je dirais que je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie que c'est de l'utopie, ce chiffre qu'on nous annonce. Vous tablez sur moins 1%? Moi je table sur moins, parce qu'effectivement il n'y a aucune stratégie derrière pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est un peu comme quand on nous dit émergence d'ici l'an 2025. Alors, au fond, on ne voit rien derrière qui pourra faire qu'il y ait l'émergence au niveau de ces États. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, monsieur Ngoma. Merci à vous, Karine Oriot. Et enfin, merci Jean-Marie Bitomo pour toutes ces précisions lors de cette émission. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce jeudi sera consacré à l'enseignement et précisément à l'université Marianne Gouabi au Congo-Brazzaville. Une question, quel plan de développement et de modernisation? On y répondra demain. Merci encore à mes invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain sur Africa 24.